Ses enfants ont l'air bien attentifs. Mais que regardent-ils avec autant de curiosité ? Plié, tendu, la jambe et hop. Disparu depuis plusieurs générations, Louis de Funès est encore très présent, capable de séduire les grands comme les petits, dans toutes les cultures. Mais d'où vient cette longévité, cet engouement de tous ? Quelles sont les raisons de ce succès phénoménal ? Mais enfin, monsieur, qui êtes-vous? Mais monsieur, voulez-vous me dire qui dois-je annoncer? Vous me reconnaissez pas, non? Ben, Vous me reconnaissez pas? Je vous ai jamais... Ah non! Oh, pardon, si, que vous faites ça, monsieur de Tartas, pardon. Oui, madame. Et... Oui, madame. Madame, elle Oui. est dans le jardin d'hiver. Bon, alors annoncez-moi, Oui. vite. Ça doit vous rajeunir de faire la cour, madame. Goutte! Annoncez-moi. Bon, qui dois-je annoncer? Devinez. Je sais pas. Monsieur de Tartos. De Tartos. De Tartas, imbécile! De Tartas, imbécile. Le nom, il change pas, il n'y a que ça qui... Oui, c'est vrai. Bon, oui, monsieur. C'est méchant. De Funès, à chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est très travaillé, c'est très rigoureux, c'est très spécialiste. C'est-à-dire qu'en fait, c'est captivant parce que c'est virtuose et que c'est unique. Comme tout ce qui est rare, c'est captivant. Et je ne vois pas pourquoi ça cesserait de l'être. C'est comme quand on tombe en amour, c'est fulgurant, c'est tout de suite, c'est immédiat. À la première grimace, j'étais amoureux de Funès. Beaucoup de gens le trouvent drôle dans ses films, mais c'est bien plus qu'un comique. Il a fait des choix souvent populaires, mais il a toujours été à la hauteur de la rencontre et de la proposition, même bien au-delà. Il a travaillé, mais il avait déjà le don pour faire rigoler les gens. On lui a pas appris à faire rigoler les gens. Le grand comédien qu'est Louis de Funès ne s'est pas fait en un jour. Il traverse de longues périodes de vaches maigres, enchaîne les petits boulots le jour et passe ses nuits à jouer du piano dans différents cabarets de la capitale. Dans les années 45, à plus de 30 ans, il fréquente assidûment les plateaux de cinéma à l'affût du moindre petit rôle. Bonjour, madame Michon. Bonjour, monsieur Fillard. Ça va chez vous? Ah, ben très bien, et vous, ça va? Trop. Louis de Funès découvre deux choses. D'abord la caméra, mais ensuite ce qu'il peut faire devant une caméra. Quand il est devant la caméra, il essaye de passer une petite grimace, il fait une petite mimique et il comprend le métier de second rôle. Il n'a pas envie d'être le jeune premier, il n'a pas envie d'être en haut de l'affiche, il a envie d'être l'acteur que le public reconnaît, que les réalisateurs reconnaissent et qui a toujours du boulot. Comment qu'il était, ton brochet? Comme ça. Comme ça. Mais ça va, Blélo. Peu à peu, il a vu qu'il pouvait aller de plus en plus loin. Et il a précisé son jeu, il a précisé ses attitudes, sa gestuelle qu'il a. Bon, il a créé
ce personnage finalement qui passe de film en film. Louis de Funès va mettre des années à construire ce personnage. Il court après les cachets et accumule les courtes apparitions à l'écran. L'année 54 en particulier, il tourne 18 films, dans lesquels il n'obtient que des seconds rôles. Le succès tardant à venir, Louis de Funès dut trouver des alternatives pour arrondir ses fins de mois. Mikt opros. Mikt opros. Rokt visa. Et puis, il y a un moment totalement extraordinaire qui est l'été 64. L'été 64, il va tourner en 4 mois, successivement, Le Gendarme de Saint-Tropez, Fantomas et Le Cornio. Et là, effectivement, c'est un moment unique dans l'histoire du cinéma français. Ce type va devenir soudain une star. Je suis muté dans le Var avec un galon de plus. Maréchal des logis chefs. Merci mon Dieu, merci. Ça va barder là-bas. À partir des années 60, Louis de Funès s'impose comme un acteur incontournable du box-office français. Ses films battent tous les records, balayant les plus gros succès américains, en dépit des critiques qui, elles, ne sont pas tendres avec lui. Je me souviens, je me suis battue contre les journalistes qui disaient ce mec, mais tu le trouves bien, mais tu es folle, c'est un clown grimaçant, il est grotesque, il en fait trop. Et c'était l'époque de la grande gloire de Jerry Lewis quand même. De Funès prenait les journaux par la fin, il arrachait la page spectacle, il la pliait, il la mettait dans la contre-porte, il ne regardait pas les pages spectacle. Parce qu'il savait que, de toute façon, à un moment ou à un autre, il allait se faire cracher à la gueule. À l'époque, si on voulait simplifier, encore une fois, c'était tout pour Tati, rien pour De Funès. Voilà. Alors, à partir de là, il y avait la critique institutionnelle, un peu autorisée, progressiste, de gauche, Cahiers du cinéma, Nouvelle Obs, Libération. Tout le monde était avec le comique plutôt intello. Et en plus, réalisateur, ce qui était le cas de Tati. Et évidemment, De Funès avait contre lui mais beaucoup de choses. À la fois le fait qu'il remplisse intégralement les salles. Ce qu'on se dit sur De Funès, on pourrait dire du cinéma populaire français de l'époque. Et dans les années 70, il faut quand même se rappeler que c'était une critique qui était très très politisée en France, la critique cinématographique. Est-ce que vous aimez De Funès ? Oui. Ah. Il faisait beaucoup de grimaces, il en fait un peu moins. Mais Pourquoi fait-il moins de grimaces ? Parce qu'il fait rire. Je ne sais pas du tout. C'est arrivé comme ça. Oui. Non, mais avant, il faisait comme ça, mais maintenant, ça va mieux. Vous riez quand vous voyez De Funès ? Pas beaucoup. Non. Enfin, il va peut-être faire des progrès. Il y a funèbre dans Funès. Et ça veut dire gens qui meurent. Mais il y a aussi lumière dedans. Et c'est pourquoi j'ai toujours appelé secrètement et simultanément Louis de Funès, Louis de Funèbre et de Lumière. Moi, lorsque j'ai intitulé ce livre qui parle beaucoup de Louis de Funès et aussi d'autres choses pour Louis de Funès, il y avait dans mon esprit un peu de provocation. Il était quand même mal vu. On supportait Charlot, mais on adorait surtout Buster Keaton. Louis de Funès était vu comme quelqu'un de populaire et comme ça, un peu du ruisseau. C'était pas un intellectuel ne devait pas s'extasier sur le jeu de Funès. Mais comme j'ai eu un coup de foudre réel et permanent pour cette figure humaine effervescente, j'ai donné ce titre, mais j'étais très, très étonné, quoi. Louis de Funès n'entrait sur scène que pour se diviser aussitôt en 4, multiplier sa tête par 8, rompre les 1000 ruptures et parler les 13 langues à la fois.
De Funès a été fondamentalement une ligne de partage dans la culture française. Chez les clercs, on n'aimait pas Louis de Funès. Je me souviens de mon professeur d'économie, quand j'étais aux premières, au lycée, en 1977, qui disait « De Funès, c'est du cinéma pétainiste ». La critique aime bien les personnages ou les individus qui, on pourrait dire politiquement, sont extrêmement clairs, lisibles, en gros de gauche, ce qui est le cas de la plupart des comiques. On ne doute pas sur le fait que Chaplin, Jerry Lewis, Jacques Tati, évidemment, sont des voilà, ils remplissent toutes les cases, si on veut, du QCM. Aujourd'hui, la critique française, c'est un grand mea culpa de ce qu'elle n'a pas vu dans les années 70. Vous n'êtes pas sûr du résultat de vos effets? Ah, jamais. Et vous le savez comment? C'est au rire du public? Tout de suite, sur le public, on le sait, voilà, c'est ça. Il n'y a que le public qui peut. Il n'y a que le public, c'est le public qui... Ça devrait être le public qui devrait faire la critique aussi. Il illustre parfaitement la boutade de Sacha Guitry. Le public l'aime, il n'y a que lui qui l'aime. Et il n'y avait que le public qui aimait De Funès. Moi, je pense qu'il peut faire rigoler pas que des Français avec les gestes et même s'il est muet, et je pense qu'il peut les faire rigoler juste avec les gestes. Not begin until tomorrow. Ich bin sicher, Sie haben es alle sehr eilig. Que ustedes conozcan mejor con el tiempo esta gran ciudad que es New York. Мы очень гордимся тем прогрессом, которого мы достигли. Since we bought the island of Manhattan. Vous savez, chaque pays a des films commerciaux puis des films qui sont plus pointus. Et donc, il y a un snobisme. Je sais qu'en France, il y avait une espèce de snobisme face à Louis de Funès, de la critique, mais aussi du milieu en général. Mais quand ils viennent pas de chez nous, on n'a pas ce snobisme-là. Donc, pour nous, Louis de Funès, il n'y a jamais eu l'ombre d'un préjugé contre Louis de Funès. On l'a accepté avec joie et délectation. Oscar! Monsieur Barnier! Ça me fait plaisir de vous revoir. Comment ça va, mon petit vieux? Très très bien, monsieur Barnier. J'ai honte de le dire, mais le fait d'avoir joué dans Oscar, mon Dieu, ça me fait une aura quand je vais en Pologne, où je vais souvent, ma femme étant de Varsovie. Mais je suis une star parce que j'ai côtoyé De Funès pendant 2 jours dans ma carrière. Mais vraiment, ils adorent. C'est quand j'ai vu son adaptation de l'Avare de Molière que j'ai compris que c'était un acteur au talent exceptionnel. Beaucoup de gens le trouvent drôle dans ses films, mais c'est bien plus qu'un comique. Oh, my lord. I am confused. Yes. It is a great honor for me to be invited in your château. Vous êtes invité avec votre assistant, monsieur le commissaire. With my assistant? Yes, I accept. Yes, my lord. Je vous signale que je parle très bien français. J'ai fait toutes mes études à Paris. Oh, very well, my lord. Et tous mes compliments. Qu'à l'époque où Louis de Funès était très populaire, il n'y avait que la salle et la télévision. J'ai quand même constaté que les films de Louis de Funès étaient diffusés dans des heures de très grande écoute sur les principales chaînes de télévision et avaient des scores d'audience lorsqu'ils étaient communiqués qui étaient tout à fait appréciables. Et lorsqu'on me parlait de nombre d'entrées, par exemple, dans les pays comme la Russie, on citait plusieurs dizaines de millions de spectateurs qui avaient été dans les salles voir des films avec Louis de Funès. Carmen, Aquí estoy. hay un misterio que quiero aclarar. ¿Cuál es? Había aquí una maleta que para mí tenía mucha importancia. ¿La de los 60 millones en joyas? Déjese de tonterías, ya ve usted que mi marido no está para bromas. ¡Silencio! En République tchèque, pour toutes les chaînes de télévision, les comédies de Louis de Funès sont un véritable trésor continuellement exploité. C'est la course pour les acheter. Quand la chaîne Česká télévisée a réussi à obtenir pour 2 ans la série des gendarmes, ainsi que d'autres de ses films, tout de suite après, les autres chaînes ont essayé elles aussi d'en acquérir pour leur propre programme. Carmen! I'm right here. Good. There's a great mystery that I've got to solve. Which one? A little while ago, I had a valise, the contents of which were tremendously important to me. 600,000 francs worth of jewels. Will you stop imitating the funny papers? My husband's not in the mood. Quiet! Tak samozřejmě v té době jsme neměli mnoho kontaktů. À l'époque,
On avait peu de contact avec la France. Donc les comédies de Louis de Funès nous donnaient une certaine image de la France, de la vie française, du héros populaire français avec une espèce de complexe napoléonien lié à sa petite taille. Un tempérament quasi névrotique et un sens de l'élégance très bizarre. Le succès de Louis de Funès ne tient pas qu'à l'humour, mais aussi au fait qu'il nous a aidés, nous autres Allemands, à jeter un regard nouveau sur la France. Ses premiers grands films sont sortis sur les écrans allemands dans les années 1960, à un moment où les relations avec la France étaient encore très compliquées, très marquées par les deux guerres. Donc quand les Allemands sont allés au cinéma et qu'ils ont vu ce curieux petit bonhomme, non seulement ils l'ont trouvé très drôle, mais en plus, ils se sont dit, il a le même humour que nous. Les Français ont le même humour. Vermaine! Hier bin ich. Ich stehe vor einem Rätsel und das werden wir jetzt gemeinsam lösen. Wie hübsch. Ich hatte einen Koffer. Und dieser hatte für mich einen bedeutenden Wert. Ist das der, in dem der Schmuck drin war? Sie dürfen ihm nicht ins Wort fallen. Sie wissen, wie es um ihn bestellt. Oh! Quand on a été en Allemagne, où Intouchable a été un film qui a été assez marquant, puisqu'il a presque fait 8,5 millions d'entrées, il est venu se positionner en termes de film français qui a marché en Allemagne, juste derrière Le Gendarme et les Extraterrestres. Donc on a pu mesurer à quel point le dernier film qui avait impacté les Allemands, c'était un film avec Louis de Funès. Il a été découvert avec Le Gendarme de Saint-Tropez. C'était un film culte. Les écoles y allaient, ce que j'avais jamais vu moi avant. Les ados allaient à l'école, des écoles partir massivement là, voir un film. Moi, c'est la première fois que j'ai vu ça, c'était avec le Gendarme de Saint-Tropez. Et tout le monde chantait Do You Saint-Tropez. Oh, che bella! Che bella! Oh, che bello! Che bello! Voilà! Ci fai fotografie sul ridere, che bello! Ripetete questo momento! Ma come l'ha fatto? De Funès a una comicità molto comprensibile. Le comique de De Funès est très compréhensible pour les Italiens. Mais en même temps, il s'agit un peu d'un stéréotype du français toujours de mauvaise humeur. Chez nous, on a un proverbe qui dit « Les Français ne sont que des Italiens de mauvaise humeur ». C'est pour ça qu'il nous est aussi sympathique. On s'identifie beaucoup à Louis de Funès parce que quelque part, on est comme lui. On oublie nos souffrances, nos faiblesses, nos machins et tout. Mais quand on a envie de rigoler, de vivre notre vie dans l'instant, mais on la vit, cette vie-là, et de façon très belle. Donc finalement, Louis de Funès était un peu comme nous. Alors qu'en Occident, qu'on trouve que c'est un Français moyen, ou alors qu'il était râleur et tout. Donc finalement, tous les Africains sont râleurs ou sont des Africains moyens, parce que Louis de Funès était quelque part, il avait quelque chose d'Afrique en lui. Et c'est ça peut-être qui fait que on l'a vite adopté. Moi, je pense que Louis de Funès, il peut être ridicule. Et c'est ça qui fait rire beaucoup de personnes. Un petit fonctionnaire, ne payant pas de mine, un Français moyen, banal, d'apparence insignifiante, se dresse brusquement devant l'ennemi et le boute jusqu'à sa tanière. C'est ça la France. Ce qu'il a dégagé en tant qu'acteur, c'est le Français râleur, méchant, hargneux, plat devant les puissants, arrogant devant les petits. Donc c'est exactement la société telle qu'on la connaît. Poussé évidemment à son extrême, c'est pas une caricature, mais c'est un portrait extrêmement pointu de ce que sont la plupart des gens. Au papier. On est toujours le petit chef de quelqu'un et le subalterne d'un autre. C'est pour ça que Cruchot, dans la série des Gendarmes, est si intéressant, parce qu'il occupe les deux positions en permanence. Il peut être le petit chef autoritaire avec des passants, avec des nudistes, avec tout ce qu'on veut, de façon absolument atroce. Et dès qu'il se retourne en haut, on pourrait dire, il tombe sur sa hiérarchie, là il devient la carpette, quoi, le pire des vœux, le lâche, l'hypocrite, etc. Donc il est totalement biface, quoi, de Funès dans Les Gendarmes, mais il est dans toute sa filmographie. Monsieur le commissaire, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, et au nom du président de la République,
Je vous nomme commandeur dans l'ordre des gens foutres. J'ai surtout pas eu de chance. Oh, si vous avez eu de la chance, et même beaucoup de chance, d'être décoré avant cet interlude télévisé. Quoi, qu'est-ce que vous dites? C'est un signe par Rosette. Si ce ruban indigne, moi, de conserver PEC sur des chutes de Mestre Deschouard. Ah, je vous en prie, monsieur le commissaire. Ce que je vous demande, c'est de vous montrer digne de la confiance que l'on a mise en vous. Le destin de l'humanité peut être en jeu. Nous manquons de crédit. À une époque où pour Fantomas, la tête d'un savant est plus précieuse que tout l'or du monde, votre devoir est de nous prouver qu'à la tête de notre police, le cerveau d'un commissaire vaut plus que des milliards. Vous en avez un. Alors sachez vous en servir et révisez vos méthodes. Il faut réviser vos méthodes. C'est fini la belle époque du petit hold-up hebdomadaire et des gorilles de papa. Hein? Il va falloir faire travailler un peu ça. Vous avez un cerveau, alors sachez vous en servir. Hein? De quoi auriez-vous l'air si Fantomas était arrêté par un 0-0 quelconque? Hein? De quoi auriez-vous l'air? Enfin, moi je vais vous le dire, vous auriez l'air de gens en foutre. De gens en foutre. Mais ce qui est incroyable avec De Funès, c'est qu'il était pas humain, mais il l'était malgré tout, parce que tout le monde le comprenait et tout le monde avait même envie, en étant un personnage négatif, à ce qu'il se sauve de la situation. Tout d'un coup, il est arrivé à manipuler le public en jouant des personnages antipathiques. Il a transcendé la comédie en France parce qu'il l'a rendu accessible à tout le monde, en incarnant en plus des personnages de droite, tu vois. C'est des vilains, méchants petits patrons, tu vois, qui sont avares et qui veulent garder qui sont proches de leur matos, de leurs sous. Et c'est des personnages pas nobles. Et il en fait des personnages grands tout de suite parce que je suppose qu'à l'intérieur, il y avait une noblesse. De Funès, c'est un archétype de la commedia dell'arte, c'est Polichinelle. Polichinelle, c'est un méchant. Il veut empêcher les jeunes premiers de se marier. Et en plus, il veut leur piquer leur argent. Et cet être méchant n'arrive pas à faire le mal. Et c'est son impuissance à faire le mal, ces difficultés à arriver à faire le mal, qui vont faire de lui beaucoup plus qu'un ami. C'est un frère, c'est un miroir, c'est nous. C'est un des très rares héros méchants. Héros intelligents méchants. C'est très rare, les héros méchants. C'est très rare, les héros qui se vantent en premier lieu de leur mauvaise foi, du fait qu'ils sont injustes, qu'ils sont un peu cruels. C'est très rarement arrivé. Qui c'est qui a fait le Mimosa? C'est lui, monsieur C'est lui, là? Oui, oui. Dis donc, c'est toi qui as fait ça? Oui, alors? Tu peux pas me répondre autrement, non? J'ai déjà dit 100 fois que pour simuler le feuillage des œufs de mimosa, je voulais de l'estragon et non pas du persil. Voilà. Je m'en fous, parlez-en au chef. Je m'en fous, moi je m'en fous du chef. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, mon petit Marcel? Très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien, on a des boutiques. C'est monsieur Septime qui veut mettre de l'estragon à la place du persil. Dans le mimosa? Oui. Du persil et des oignons. Jamais d'estragon. Autrement, c'est pas bon. Là, c'est ce que je lui disais. Oh non, il disait de l'estragon. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes pas content de mon petit filleul? Ah, c'est le petit filleul, ça? Hein? Tiens, Louise? Ah, oh, le petit peut-être. Ça va, Louise? Très bien. Et vous, ça va, petit Marcel? Très, très bien. Beaucoup trop de monde dans cette cuisine, vous pouvez pas? Ah oui. Il faut que j'aille là-bas. Faut dire qu'on pète celui-là, c'est le seul. Quelle honte. Tu n'as pas honte, hein? Lâche. Oh non, ça va comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu veux? D'un côté, on s'identifie à lui quand il est du côté des gens qui sont un peu bafoués, humiliés par la hiérarchie. Hein, donc là, évidemment, on s'identifie à lui. On comprend la souffrance et éventuellement toutes ces techniques pour essayer d'échapper à cette hiérarchie-là. Et en même temps, on s'identifie aussi à lui quand il est chef, parce que le chef est ridicule. Bonjour, monsieur. Il n'est pas là, le patron? Non, monsieur. Monsieur Septime est sorti. Vous devez être content. Pourquoi devrais-je être satisfait, monsieur? Et moi, il n'est pas trop tard pour déjeuner. Mais pas du tout. Que monsieur s'installe, il sera servi à monsieur ce que monsieur désire. Autrement dit, si on réfléchit bien à De Funès, on quitte jamais le terrain de la critique. C'est qu'effectivement, il incarne par moments des patrons qui humilient ses employés, ces gens qui ne font pas comme ils voudraient, qui ne se conforment pas à sa vision de la société, qui ne comprennent pas assez vite. Ça, c'est un des traits du cinéma de Funès, c'est que les gens ne sont jamais assez rapides pour lui. C'est quelqu'un qui va à 200 à l'heure. Et en même temps, la façon dont il représente, il incarne tous ces patrons, ces chefs, et en même temps est ridicule. Oh, il y a des coulisses, il y a des coulis partout. Attendez, je vais prendre cette table-là.
Certainement, monsieur. Mais il n'est pas juste, hein, Septime, il est injuste, hein, vous ne trouvez pas Il est injuste. Parfois. Il est injuste, hein Oui. Oui, bah, je vous le fais pas dire, hein Il subit comme personne, tu vois, et il fait subir comme personne. Tu vois, c'est vrai, il joue, il est à la fois maître et valet sans aucun problème, tu vois. Et il fait sonner les deux de la même manière. Il rappelle le bouffon, qui était un personnage qui était justement conçu pour dire tout bas, tout haut, ce que les gens pensaient tout bas. Donc, en neurobiologie, on appelle ça la désinhibition. Nous avons tous des circuits cérébraux qui servent à inhiber justement toutes ces choses qu'on aimerait dire, qu'on aimerait se permettre en société, mais qu'on ne peut pas se permettre. Comme le bouffon du roi, il exprime le véritable sens démocratique, quoi. Et ça, c'est le côté... Le bouffon, en fait, est un vrai vecteur, un vrai représentant de la démocratie. Toutes ces mimiques du grotesque, ce sont des choses qui sont en rupture totale avec les codes de la vie en société. En société, on ne se comporte pas comme ça. On a des expressions qui sont congruentes, qui sont en accord avec l'interlocuteur, avec le sujet abordé. Vous n'avez pas quelqu'un dans un salon ou en milieu professionnel qui va se mettre à pousser des cris d'un seul coup comme ça. Tu deviens fou, Bertrand! Oui, je deviens fou. Oui, je deviens fou. C'est vrai, je deviens fou. Et toi, t'auras pas de dot. Rien. Mais tu n'auras rien, t'as pas bien. Oui, je deviens fou. Parfaitement, tiens, regarde, tiens. Regarde, je deviens fou, moi, regarde. Et donc, ces situations-là, pour les psychologues sociaux, sont des situations de rupture de code qui peuvent signaler des situations potentiellement dérangeantes et dangereuses. On ne se comporte pas en société. Et donc, le réflexe, c'est d'être mal à l'aise, mais en même temps où on se rappelle qu'on est dans un film, dans une fiction, et que tout ça n'est pas vrai, il y a de nouveau ce changement d'interprétation qui provoque un relâchement par l'humour et par le rire. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Il faisait rire, mais en même temps, il posait des questions sur pourquoi il nous fait rire. C'est-à-dire, je ris, pourquoi je ris? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ris de ça? Est-ce que je suis autorisé à rire ou pas? Pourquoi il me fait rire? Qu'est-ce qu'il veut dire en deuxième note de son expression? Je crois qu'il est un acteur qui interrogeait beaucoup. Quand on voit les aventures de Rabbi Jacob, ça nous dit quoi? Ça nous dit fondamentalement que même en étant raciste et antisémite, on ne pourra pas empêcher l'amour. C'est quand même un message rassurant, non? Au-delà de l'humanisme, au-delà des grands sentiments, c'est un message qui, individuellement, nous rassure. On a vu ce film, on se dit... Le mal n'arrivera pas, on ne sera pas pourchassé parce qu'on est juif, on ne sera pas pourchassé parce qu'on est noir, on ne nous empêchera pas d'aimer qui on veut aimer. C'est ça que nous dit ce film. Et il nous le dit d'ailleurs beaucoup mieux qu'un film militant, il dit beaucoup mieux qu'un tract. Il grandit dans une époque où on aime divertir. La guerre, où on a condamné le divertissement comme étant fauteur de défaite. Je veux dire, si les Français ont perdu la guerre, c'est parce qu'ils aimaient trop rire avant. On peut voir. C'était l'esprit. On arrive avec l'existentialisme. Les gens cherchent des guides. C'est très sérieux, le nouveau roman, les machins. On est coincé dans l'après-Hiroshima, les histoires de mémoire. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Regardez les films de l'époque. Il y avait Moderato Cantabile, et puis il y a d'autres qui veulent faire pouic-pouic, qui veulent faire des bêtises, mais pour divertir. Et le divertissement a été condamné pendant, disons, les premières années pendant que de Funès s'affirmait. Il est toujours à la jonction d'une société qui est en train d'évoluer. Donc pour moi, Louis de Funès, c'est l'acteur de la crise comique, si on veut. C'est-à-dire que quand on voit un film de Funès, on comprend qu'il y a quelque chose qui était et qui va disparaître. Une certaine idée de l'ordre, du respect des parents, de la famille, de la police, de la société. On comprend ça, et on comprend que cette chose va disparaître, et quelque chose d'autre est en train d'apparaître qui fait peur. Qu'est-ce qui ne va pas, mon gros canard? Colette, je t'ai déjà demandé de ne pas m'appeler par des noms d'animaux, voilà. Bon, pourquoi? C'est gentil, un gros canard. On n'appelle pas son père comme ça. Oh, mais t'es vieux gens, papa. Et toi, tu serais peut-être un peu trop moderne, si j'en juge par ce que je viens d'apprendre. Tu viens d'apprendre quelque chose, papa? Oui, je sais tout, figure-toi. Tout quoi, papa? Faut pas l'innocente, hein. C'est très bien ce que je veux dire, et tu ferais beaucoup mieux de me donner des explications. À quel sujet? Au sujet de ton amant. Au sujet de ta maman.
Il incarne cette espèce de société qui vit, on pourrait dire, un peu immuable, d'où la nostalgie, qu'il éprouve toujours à l'égard de ce qu'il y avait avant. Il éprouve ça au moment où cette société-là est en train de disparaître. Donc c'est vraiment le conservatisme contre le progrès. Et c'est aussi une critique de la modernité. On se pose beaucoup de questions pour quelque chose de très simple. Et c'est là, je pense encore une fois, la force de ces grands comédiens, c'est que ils simplifient tout. C'est ce qui nous parvient. Tu sens qu'il a beaucoup réfléchi, ou en tout cas que ça l'a profondément travaillé pour synthétiser et simplifier le truc jusqu'à nos chaumières. Tu vois? Un peu comme quand Zidane fait la roulette. Quand Zidane il fait une roulette, t'as l'impression que tout le monde peut la faire, la roulette. Essaye de faire une roulette sans te casser un tibia, tu vas voir. Ben non, tu peux pas, l'ami. Parce qu'il y a que Zidane qui peut la faire comme il a fait. Et il y a que De Funès qui peut jouer comme il joue. Non! J'ai mal au ventre. Non! Alors je vous passe les détails pour simplifier les choses, Bref, alors il me les a rapportés. Ah bah tant mieux. Voilà. J'étais complètement époustouflé par son jeu dans Oscar, et surtout, disons, par l'économie de son jeu. C'est-à-dire qu'il y avait non seulement ce qu'on voit beaucoup au cinéma, les moments paroxystiques, mais des moments d'extrême économie et de calme total pour déclencher la crise tout d'un coup. Donc cette idée que c'est l'économie de la dépense de l'acteur, de la dépense du temps, les temps différents qu'il y a dans la présentation. Par 2 fois, je vais aux limites de mes forces, je ne peux même plus respirer, je suis obligé de m'allonger pour retrouver la respiration, parce qu'il y a Mario David qui est en scène, et à ce moment-là, moi, je lui aurais bien donné 2-3 fables à dire, là, pour qu'il rallonge un petit peu, je retrouve mon souffle. Mais ça tombe pile, et puis il faut que je rentre, alors là, 300 à l'heure après. Moi, j'étais sidéré de voir le volume de jeu qu'il avait. C'était beaucoup, quoi. On peut toujours appris qu'au cinéma, il fallait rien faire. Alors lui, il m'a appris le contraire. Mais il faut que ce soit alimenté par une sincérité énorme, ce qu'il avait. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Et vous foutez-moi le camp. Alors, au pôle Nord, vous n'avez jamais eu d'accident de cheval. Ah non? Jamais. Vous avez fait naufrage. Et face à la mort, vous vous êtes bourré de whisky et vous êtes tombé dans la glycérine. Ah alors, il ne restait plus qu'à trouver de la glace. Pour le whisky? Mais non! C'est grâce à la glace, au whisky et à la glycérine que vous êtes encore parmi nous. Ah bon? Mais ne trompez pas, gars, s'il y a des... Non! Foutez-moi le camp, je vous supplie. Non, regardez pas là-haut. Regardez ici. Il s'en est passé des choses en 65 ans. Il s'en est passé. La guerre de 14, paf! La guerre de 40, paf! La Matchitch, la mazurka, c'est fini! Tout marche à l'électricité, même les guitares à l'électricité, tout ça. Ça va, vous? Ça va bien? Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus ou moins, ça n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est juste ou faux. Dans le juste, on peut avoir une amplitude de jeu qui peut aller de 100 à 0, c'est juste. Faux, c'est irrattrapable. De Funès montre ça tout le temps. Il y a jamais de trop pour moi chez De Funès. Jamais. Parce que c'est toujours juste. C'était quelqu'un qui arrivait à créer un moment où il figeait le temps. Dans certaines attitudes, on sent que l'action est figée. Il y a quelque chose d'anormal dans la posture, dans le visage, où on oublie un petit peu tous les codes, justement, et on se demande ce qui va se passer après. Il y a quand même une rupture à la seconde chez Louis de Funès. C'est la rapidité de son jeu. C'est ce qui fait aussi qu'il est toujours aussi moderne. C'est qu'il joue vite. On peut pas zapper. C'est lui qui zappe pour nous, donc on zappe pas. Quand il passe à la télé, on le regarde tout le long. C'est lui qui zappe pour nous. Il n'arrête pas. Dis donc, ton article, il était faux, hein? Mais c'est exact qu'il était faux. Tu prétends qu'il était faux maintenant que tout le monde croit qu'il était vrai. Ben, c'est pourtant vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai? Que tout le monde croit qu'il était vrai? Mais non, c'est pourtant vrai qu'il était faux. C'est pourtant vrai qu'il était faux. Oui, enfin bon, alors admettons ce mensonge. Alors pourquoi Fantomas t'aurait-il fait enlever cette nuit si tu avais menti? Mais justement, parce que j'avais menti. Tu mens! Il ment! Est-ce que vous m'avez accusé de mentir quand je disais que j'avais menti ou d'avoir menti quand je disais... Oh non, tais-toi! Non, écoute. Je ne te permets pas de me vous voyez. Enfin, je ne me permets pas de me tutoyer. Ça suffit, hein? Ça suffit, là! Écoutez, visiblement cet homme est épuisé et il ne peut plus suivre un raisonnement logique. Alors nous reprendrons cet interrogatoire demain matin. Alors messieurs, ramenez-le dans sa cellule. Il est toujours dans le camp.
Ce qui compte, c'est quand. À quel moment est-ce qu'il va donner ce truc-là? Et généralement, il le donne trop tôt. Il le donne trop tôt pour qu'on ait eu le temps de s'y habituer. Et en fait, regarder De Funès jouer, c'est dévaler un escalier sur les fesses. C'est aller de surprise en surprise. C'est être pris par quelqu'un qui est plus rapide que vous. Et le quand, qu'est-ce que c'est d'autre que de la musique? De Funès avait aussi cette capacité de la surprise. Par rapport à son talent de pianiste, il avait aussi à surprendre par une improvisation. C'est-à-dire que d'un coup, une idée, une association d'idées devenait comme une improvisation pianistique, et tac, là, il le disait. Et c'est vrai que lorsqu'on écoute les jazzmen, c'est quand ils improvisent qu'on voit le talent. Quand il rentre dans sa loge et qu'il met la perruque sur la tête, et qu'il pique la perruque et qu'il a mal, tu vois, tu te rappelles de ce truc-là? Et après, il se demande qu'est-ce qui se passe, tu vois. Il prend un peu, il le tape et il a mal, tu vois. Écoute, la perruque, elle devient vivante. Et il passe à autre chose comme si de rien n'était. Ben, elle est là, la force des grands comiques. Il vient de faire un truc extraordinaire dont on parlera dans 20 ans, dont des petits comiques en devenir parleront dans 20 ans, avec une facilité déconcertante, et je suis sûr qu'il a eu l'idée sur place. Ça peut pas être écrit, ça. Avant d'aller dormir, je vais vous raconter le loup et l'agneau. Tout d'un coup, il peut délirer sur quelque chose qui n'était pas prévu. Dans la scène du loup et l'agneau, par exemple, il n'avait rien dit. Et tout d'un coup, il y a eu ce délire qui a duré quand même au moins un quart d'heure. Il n'y a eu qu'une prise. Oh ben c'est impossible à faire 2 fois, ça. Louis de Funès, il ressemble à un lion qui arrête pas de rugir. On a souvent dit qu'il y avait quelque chose de l'éthologue chez Louis de Funès. Et c'est vrai que sa science de l'observation dépasse sa science de l'observation humaine. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il fait la poule en colère, beaucoup mieux que les poules en colère nous jouent vraiment la poule en colère. Il fait le pivert d'une façon absolument extraordinaire, et beaucoup mieux que le pivert. C'est-à-dire que quand on connaît le vrai pivert, le pivert, il n'est pas aussi pivert que le pivert est pivert chez Pivert. Enfin, chez De Funès. C'est ça, avec une houppette. Et c'est pas le cri du pivert, en somme. C'est faux, parce que ça, je fais le cri du jet. Et le jet est un oiseau qui a une splendeur, avec des bleus, des oranges, c'est très joli. Et il chante, il imite les autres oiseaux, le jet. Et il imite tous les oiseaux, mais de temps en temps, il n'y a rien à faire à chaque fois. De Funès a campé son personnage et son talent par une observation de proximité, du quotidien, quoi. Une observation de basse-cour, quoi. Quoi de plus banal qu'une poule, qu'un coq, etc. Un tigre, un lion, un panda, c'est plutôt rare, quoi. Et c'est le muséum, c'est quelque chose. Alors que là, c'est plus pour que je vous ressemble et que vous compreniez ce que je dis, j'observe ce que vous pouvez voir au quotidien dans les rues, quoi. Dans votre petite campagne, dans le poulailler, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intime et de plus bête aussi, on peut dire. Parce qu'il n'y a rien de plus couillon qu'une poule, quand même, faut être honnête. Il n'y a pas de grande capacité psychique. Quand même, autour de lui, je crois qu'il avait des personnes qui faisaient rire et qu'il a essayé un peu de les imiter. Mon professeur de comédie fut, à son insu, fut ma mère, qui était terrible. Ma mère, c'était ça, mais multiplié par je sais pas combien. Rémus était un petit enfant, en point de vue expression. Ma mère, moi, je suis un marbre, comme figurier. Elle apprenait des colères, mais des colères à feinte, souvent. Elle était flocheton aussi, elle apprenait des colères feintes. Enfin, c'était un personnage très, très truculent, très drôle, très amusant. Et malgré moi, comme j'étais gosse, je la voyais tout le temps, j'ai enregistré tout ça, et c'est inépuisable. Je puise toujours dans l'histoire de ma mère, moi, tout le temps. Il s'est vengé de sa mère en la mettant en scène en tant que garçon. Comme si,
en disant tu es colérique, excessive, tu fais rire, je peux pas me moquer de toi, et peut-être je vais les faire rire en me moquant de toi, en te mettant en scène, quelque chose d'une représentation maternelle complètement refabriquée, réincorporée, relancée et mise en scène comme ça pour le plus grand nombre. Complexe de frustration prépubère. Ça, je ne peux pas vous dire, je ne me rends pas compte. Frustration complex pre-puberty. Qu'est-ce que vous dites? Ah, pardon, monsieur? Comment vous dites? Quoi? Non, ça peut... C'est un sentimental, para-émotionnel de second degré. Le plus exigeant en amour. Le prodigieux petit monstre. D'abord, on ne devient pas acteur par hasard. Je crois que c'est très lié à l'enfance. C'est sûr qu'il s'inspire de choses profondes, très possiblement tragiques, parce qu'il n'est pas loin. Il n'est pas loin du tragique du tout. Je l'imagine enfant toujours en question sur qui suis-je pour mes parents, qui suis-je dans ma vie, qu'est-ce que je vais devenir, comment réussir, je veux réussir, une sorte d'énergie aussi, un enfant fort par ses fragilités, quoi, et par un environnement sans doute pas très étayant, pas très porteur. On peut évoquer comme ça, en imaginant une blessure aussi affective. Il est sans doute extrêmement traumatisé par la disparition de son père, qui d'abord fait croire qu'il s'est suicidé, puis on découvre que son père a fui en abandonnant sa famille. Il va partir en apprentissage, comme on le fait à l'époque. Et là, il y a deux choses qui se mêlent. D'abord, il est dissipé, il aime bien faire rire. Et deuxièmement, il déteste les petits chefs. Et alors? Vous êtes fatigué? Il n'y a plus rien. Alors descendez, reprenez votre service au magasin. Et c'est ça qui va être une des racines de son comique, mais c'est aussi un de ses vrais problèmes pendant des années, c'est-à-dire qu'il ne trouve pas de boulot, il ne trouve pas de moyens de subsistance, jusqu'à ce qu'enfin il trouve cette espèce d'esclavage du piano. Enlevez ça. Il s'amusait parfois, quand il avait repéré un couple qui commençait à s'engueuler dans un coin, à suivre leur engueulade du coin de l'œil et puis à changer sa musique et à l'accélérer, à la bouger, et à la taper, etc. jusqu'à ce que les gens quasiment se tapent sur la gueule. Et là, ça le faisait hurler de rire. Il était très content. Il m'a dit un jour, j'ai réussi mon coup, j'ai fini mes machins, il se tapait sur la gueule. Louis de Funès, Louis de Funès a vécu des expériences très diverses. Lorsqu'il était jeune, il a passé beaucoup de temps dans les music-halls et les boîtes de nuit. Il a découvert la comédie sur le tas en s'essayant à différentes choses. Il a donc développé son talent de manière personnelle. L'approche personnelle puisée dans son propre vécu est celle que préconise l'Actors Studio, la célèbre école américaine. Inspirée par les théories de Konstantin Stanislavski, Lee Strasberg, qui en fut le directeur, enseignait aux comédiens à construire un personnage grâce à leur mémoire sensorielle. Marlon Brando et Marilyn Monroe en furent parmi les figures les plus emblématiques. L'Actors Studio simplement se poste à un endroit où le texte pourrait devenir dangereux pour l'acteur parce qu'il en ferait un cliché. Et que le texte ne serait pas nourri de la vraie vie, il ne serait pas nourri des vrais instincts humains, et serait nourri de nos lieux communs à propos de personnages. Dans la rue, je vois beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses, même il y a très longtemps, et elles sont casées, elles sont rangées, je ne sais pas où, et elles me reviennent presque un petit peu à la demande, même 3 ans après. Ça me revient. Ça revient. Oui, ça me revient. Et puis changer et transformer. Il aimait regarder les gens. Il épongeait les réflexes des gens et, à mon avis, il était capable de les ressortir. Mais l'Actors Studio, c'est que ça. Hein. Et en fin de compte, c'est quoi l'Actors Studio? C'est trouver son réalisme intérieur. Lui et son réalisme intérieur, il le sortait. Les gens deviennent fous. Les gens me deviennent fous. Et moi, je sens que je veux devenir fou. Est-ce que ça vient peut-être de la Commedia dell'arte, ou en tout cas de l'origine du spectacle, où on était sur des tréteaux, sur des places, sur des foires, et là les gens passaient, et il fallait capter leur attention très très vite, et ne pas les lâcher, et qu'ils tiennent jusqu'au bout pour après faire la manche et qu'ils donnent un peu de sous. Les gens étaient parfois un peu loin, donc il faut développer le geste. Si on fait quelqu'un de triste, il va falloir l'accentuer pour qu'on puisse le voir très loin. Les gestes pareils, il va falloir vraiment tout exagérer.
Il avait une gestuelle du visage absolument géniale. Hein. Et c'est parce que de temps en temps, un acteur peut jouer avec des grimaces et tout. Lui, c'est pas des grimaces, c'est une gestuelle, c'est une chorégraphie du visage qu'il avait. Entre chorégraphie du visage, proche de la commedia dell'arte, et mémoire sensorielle de l'acteur studio, où se situe Louis de Funès. Une chose est certaine, il a une façon bien à lui d'appréhender le cadre. Quand De Funès rentre dans un cadre, dans un décor, dans un endroit, il n'a qu'une envie, c'est d'en prendre possession. C'est quelqu'un qui veut faire le vide autour de lui. Il n'y a pas de place pour d'autres personnes que De Funès à l'intérieur du cadre. Qu'est-ce que ça peut vous foutre que je sois le premier? Qu'est-ce que ça peut vous foutre que je sois le premier? Je veux être le premier, moi, alors. Et moi aussi. Comment? Je dis, moi aussi, je veux être le premier. Mais alors, monsieur, moi, je suis dans ma rue. J'ai le droit d'être le premier dans ma rue. Vous n'êtes pas dans votre rue, vous? Non. Eh ben, alors, allez dans votre rue, comme ça, vous pourrez être le premier. Vous avez raison. Et on pourrait être le premier tous les deux, comme ça. Bien. Et vous ne bougez pas. Vous ne partez qu'après mon départ. Longtemps après. Quand on le voit dans les tout petits rôles, moi je l'ai vu dans les tout petits rôles, il était déjà dans l'ébauche de ce qu'il allait être plus tard. Et je pense qu'après, il y avait une espèce d'envie de générosité de jeu, d'occuper l'espace, une forme de pouvoir, de prendre l'image. Je dirais pas que c'était le revers des années noires, mais peut-être. Il y avait quelque chose de cet ordre. Et c'est ça qui le rendait touchant, c'est cette espèce de vouloir tout bouffer, quoi. Louis de Funès est d'origine espagnole. Son père, petit avocat, a enlevé une jeune femme de la très haute société, entraînant un scandale qui les oblige à émigrer en France pour repartir à zéro. Il est donc un enfant issu de la grande bourgeoisie, mais aussi de l'exil et de la pauvreté. Il était un personnage beaucoup plus complexe qu'on le croit. Surtout quand on connaît ses racines de déraciné de l'aristocratie espagnole. Et tout ça, il est allé le chercher. Et c'est ça qui a fait sa force. C'est pas les gens qui ont suivi une petite ligne droite qui peuvent faire ces grands rôles de comique. C'est des gens qui sont bourrés de contradictions. Il a fait sa carrière sur ses défauts. Et ces défauts sont devenus des qualités de talent, de génie. Alors qu'au début... il n'avait pas de physique, il était tout petit, il est devenu un personnage incontournable. En fait, il était vraiment nous dans les parties difficiles de notre développement, quoi. Et donc, ça nous fait rire, parce que rire de soi, c'est quand même mieux que de souffrir de soi. Il avait remplacé, je crois, le souffrir de soi par le rire de soi. Est-ce que vous êtes inquiet quand vous choisissez un sujet? Je suis toujours inquiet, puis toute la vie inquiet. Autrefois, c'était angoissé, maintenant c'est inquiet. Et maintenant, vous avez pourtant de bonnes raisons de ne plus l'être. Ah si, c'est pour le choix des sujets. Alors, je pense bien. Oui, mais compte tenu du résultat, compte tenu de ce que ça représente pour le public. Ah oui, mais ce qui est passé, ça je suis bien content, mais ce qui est à venir, c'est autre chose. Il était plongé dans un système qui était un système où il était responsable d'énormes sommes d'argent, puisque c'était sur lui qu'on mettait le fric pour faire les films, et ça pouvait effectivement, le poids de la charge pouvait effectivement paraître durcir son caractère. Dans la vie, c'était un petit bonhomme timide, pas drôle du tout. Jeanne portait la culotte. C'est elle qui traitait tous les problèmes de contrats, de films, le choix des scripts, le choix des metteurs en scène. Elle régissait tout. C'était une maîtresse femme. En famille, il était un petit peu maltraité comme ça, mais bon, il se laissait un petit peu faire. Bertrand, ta conduite est d'un effet déplorable. Je me demande ce que ton masseur va bien pouvoir penser de toi. Et quand on s'échappait pour aller prendre des petits coups de blanc au bord de la Loire, là, il se laissait un petit peu aller. Là, c'était un autre Louis
qui était plein de tendresse. Est-ce que au théâtre ou au cinéma, vous aimeriez un jour avoir un rôle tragique? Non. Oh, pas du tout. Non? Oh là là. On en voit tellement dans la vie. Et puis, vous savez, non, en plus, je ne suis pas fait pour ça. Il y a beaucoup d'acteurs qui le font très, très, très bien. Et je vais les voir, ça me suffit. Moi, je ne peux pas. Un homme comme Fernandel pouvait jouer des rôles très comiques, Oui, pouvait jouer des rôles tragiques. Eh oui. Vous ne... Moi, non, je crois pas. Je ne crois pas. Vous êtes peut-être capable de le faire, mais Oh, vous je ne le savez crois pas. pas. Non. Peut-être que le drame pour lui était difficile à cause du début dramatique de sa vie. Mais dramatique au sens intime, hein, pas dramatique sur des événements. Est-ce qu'il était suffisamment heureux pour jouer une scène dramatique? Ça, je sais pas. Et puis surtout, c'est que Louis de Funès, il a été star tard. Donc, autant jeune, on peut encore être malléable, on peut encore décider de prendre un virage peut-être plus dramatique, moins populaire. On peut encore jeune, mais à 45 ans, moi je les approche, on est déjà formé, on a déjà des réflexes, un savoir-faire. Notre artisanat est déjà quand même très modelé. C'est tous les jours comme ça? D'habitude, ce qu'il compose, c'est beaucoup plus entraînant. Il a dû vouloir changer de genre. En tout cas, ça marchera jamais. C'est trop triste. Marcel Aimé avait une passion pour De Funès. Donc Marcel Aimé, un jour, par l'intermédiaire de mon agent, m'a fait savoir qu'il voulait absolument le rencontrer. Ce qui fait que je suis arrivée au studio ivre de joie en disant « Écoute, Fufu, c'est extraordinaire. Rému a eu Pagnol, Fernandel a eu Pagnol, et toi tu vas avoir Marcel Aimé, et tu vas pouvoir aller encore plus haut, encore plus loin avec cet homme-là. C'est quand même un écrivain de génie, Marcel Aimé, c'est quand même extraordinaire. » Eh ben, il n'a pas voulu. Il a dit non, il n'est pas question, je mourrais de honte de rencontrer cet homme-là. Je n'ai pas de culture, je ne saurais pas lui parler. Et tout d'un coup, il a été paralysé de peur à l'idée de rencontrer un grand écrivain. Et il a refusé. Quand nous avons changé de scénario pour Sur un arbre perché, j'avais amené Michel Audiard, avec qui j'avais fait 2 films avant. Et il était d'accord, Audiard. Et De Funès a beaucoup reculé devant cette idée. Il s'est dit, mais il va faire du Audiard et moi, j'aurais peut-être du mal à le jouer. De Funès n'a peut-être jamais rencontré son grand cinéaste, auteur, tel que Alberto Sordi en Italie ou Totò a rencontré son Pasolini, par exemple. Bon, c'est une des raisons pour lesquelles la critique a mis du temps à reconnaître De Funès, c'est qu'elle n'a pas pu mettre De Funès avec un grand cinéaste. Et pourtant, on sait qu'il avait des projets. Enfin, il y a eu des projets de Chabrol pour lui, de Polanski pour lui. Il y a eu de grands cinéastes qui ont failli travailler avec lui. Et en même temps, on comprend très très bien. Et De Funès refusait ça. Il ne voulait pas travailler avec des cinéastes estampillés auteurs. Il aurait pu aussi bien faire du théâtre où on ne fait pas forcément rire. Mais je trouve que quand même, c'était une bonne idée qu'il a fait du théâtre où on fait rire les gens. Il y a une vraie pudeur chez De Funès. De Funès n'aime pas se dévoiler. Et il ne veut pas se dévoiler, certainement, parce que s'il se dévoilait, il montrerait la vérité de ce qu'il est. Quand il joue comique, il montre un autre personnage. S'il joue dramatique, il va montrer De Funès. Même dans le comique et même dans ses colères, je le trouvais très émouvant, moi. Puis on avait envie de savoir ce qu'il y avait derrière. Que c'était quoi cette façade? C'est toujours... Même en tant qu'homme, moi j'aurais voulu savoir ce qu'il y avait derrière. Louis de Funès est émouvant aussi parce qu'il ne cesse de mourir en scène. Il ne cesse de tomber dans des crises cardiaques un peu longues, dans des feux d'artifice de gestes, de paroles qui sont... Il ne cesse d'être survivant, enfin hyper vivant, plus vivant qu'un vivant. Il a un signal
d'une telle force qu'on a peur pour lui. Voilà, je veux dire, donc l'émotion vient aussi de cette surdépense humaine, cette effervescence des figures humaines dans son corps. Je suis le commissaire Juve. Appelez l'inspecteur Bertrand. Je suis le commissaire Juve. Appelez l'inspecteur Bertrand. De voir une telle énergie dépensée à une telle virtuosité me provoque une émotion immédiate. C'est bizarre des fois parce que mes gamins, enfin je veux dire, il y a Rabbi Jacob qui passe à la télé où il y a la folie des grandeurs et ils voient que des fois il y a un truc qui se passe et ils voient que j'ai un peu la... C'est pas normal, si vous voulez, ce que ça me fait. C'est un truc de... Je prends ça tellement comme un cadeau, comme quand j'écoute Bach. Je me dis, mais ça me semble fou. Ça me semble fou d'avoir compris tout ça. Voilà. Le terme, c'est ça. Ça me semble fou d'avoir compris tout ça. Du coup, oui, il m'émeut. Est-ce que c'est assez dépend? Est-ce que c'est prévu pour... Je sais pas, mais il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de providentiel dans le jeu de De Funès. Quand on passe 3 semaines dans une cuve de chewing-gum et qu'on n'hésite pas, sans qu'on vous le demande, à replonger à l'intérieur, à ressortir dans cette boue verte qui était une situation extrêmement inconfortable, il faut bien le dire. Ce qui m'émeut, c'est le courage de cet homme, cette volonté de bien faire. Et puis quand ça donne ce que ça donne et qu'on voit à quel point ça a l'air facile et combien c'est... oui, ça, je trouve ça alors très, très, très émouvant. Mais c'est son travail que je trouve émouvant. Moi, j'aime les acteurs qui ont quelque chose à la fois de plus rond, de plus humain, de plus incarné. Lui, ce qui est incroyable, c'est que c'est sur le burlesque, c'est sur la dureté, c'est sur l'inventif. C'est un inventif. Donc tout ça, je respecte. Mais je ne suis pas touché profondément. Je suis admiratif comme un grand danseur du rire. Mais et quelqu'un qui a une physionomie incroyable, mais c'est pas quelqu'un qui me touche comme me touche Jean Gabin. Parfois, il peut avoir l'air triste, par exemple dans La soupe aux choux, où il quitte sa fille. Il a l'air pas du tout joyeux. Il a l'air très triste. La soupe aux choux, vous voyez, par exemple, où il y a peut-être une tentative de vouloir émouvoir, qui est due au metteur en scène, je sais pas. Vous voyez, il est affaibli. Donc affaibli, il a peut-être été tenté d'émouvoir. Donc il y a des scènes un peu mièvres qui lui vont pas très bien, d'ailleurs. Je sais que c'est un film que beaucoup de gens considèrent comme un peu raté, voire un peu ridicule. Moi, je pense pas du tout. C'est vraiment... là, il termine quand même entre des barreaux. La soupe aux choux, c'est un mélodrame qu'on a fait passer, qu'on croit être un film pour enfants parce que Jacques Villeray fait de drôles de choses avec sa bouche, quoi. Et en tenue de sorte de pré- ou post-Casimir, j'en sais rien. Louis, il y a 1 an et demi, 2 ans, pour vous, c'était fini, le cinéma, il n'était plus question d'y penser. Maintenant, ça repart. Vous avez l'impression de redémarrer complètement, là? Oui, puis de repartir sur une base très nouvelle, avec un esprit très nouveau dans le comique, dans la manière de le jouer. Parce que je ne peux plus faire de brutalité, et c'est tant mieux. Parce que cette brutalité, ces colères, c'est un produit. J'avais fabriqué un produit, et tout le monde me demandait que de ce produit-là. Les metteurs en scène, tout le monde voulait... Non, énerve-toi, allez, t'appuie dessus. L'infarctus de Funès, c'est une vraie rupture, notamment pour une raison dont on ne parle pas souvent, mais qui est une raison totalement pratique et totalement concrète, qui est que quand il s'agit de tourner les cuisses, les assurances ne veulent pas l'assurer. Donc De Funès accepte de tourner avec un certain nombre d'obligations qui sont posées par les assurances. Et une obligation qui est absolument terrible pour lui, qui est de ne pas tourner plus de 3 heures de suite.
Donc ça veut dire qu'il est limité à une dizaine de prises. Or, 10 prises, pour De Funès, c'est pas beaucoup. Et il va commencer à s'économiser. Ça a canalisé cette énergie, c'est-à-dire qu'il ne fallait plus qu'elle passe par l'extrême nervosité ou les choses qui dépensent de l'énergie musculaire. Mais elle est toujours là, c'est-à-dire que le rythme, il est comme dans un tuyau qui passe de son visage à l'écran, comme ça. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui se passent et qui sont tout aussi bouleversantes qu'avant et tout aussi justes rythmiquement et musicalement, mais qui sont canalisées pour être un peu plus fixes. Et c'est pas le boulot le moins intéressant de Funès, au contraire. C'est émouvant à ce moment-là de se rendre compte qu'il y a un corps qui voudrait, enfin un esprit qui voudrait faire comme avant, et en même temps on voit bien que ce corps vieillissant ne peut plus le faire. Et je trouve ça très très émouvant, évidemment. La séquence du cirque dans la cuisse, pour moi, est évidemment absolument magnifique pour cette raison-là, mais elle est émouvante si on a accompagné un peu de Funès et si on a vu cette évolution-là. Ça te fait de la peine, papa? T'inquiète surtout pas. Ah bon? Mais j'aurais aimé l'apprendre autrement. J'ai essayé de t'en parler plusieurs fois, mais enfin... Ça fait longtemps que tu... Ben, il y a quelque temps, j'ai pris des cours de comédie, tu te souviens? Oui. Mais t'avais pas tellement apprécié, toi. Je t'avais demandé de choisir et tu es resté avec moi. Ouais, puis j'ai monté ça. Et ça marche. Ça démarre. Les histoires de tarte à la crème, ça les fait rire? C'est une scène que j'ai écrite qui n'est pas a priori pour faire rire. C'est une scène pour un peu parler du rire et du clown et du rôle de la relation avec le public et de la générosité qu'il faut avoir pour entrer en harmonie avec le public. Le public, c'est l'être le plus extraordinaire qui existe. Le public, c'est une unité. C'est le public. Et tous les soirs, on a une personne qui s'appelle le public, il faut la faire rire. Qui est différente chaque soir. Il ne se serait jamais permis de mettre sa figure à l'écran sans avoir préparé quelque chose que le public mérite. D'avoir grandi quelque chose et d'avoir mûri quelque chose pour le présenter et pour surprendre. Cette mécanique-là, du vrai artiste, lui, il l'a toujours eu. Il s'est toujours posé la question, il a toujours été angoissé par ça même. Peut-être même qu'il en est un peu mort. Ça n'a jamais été léger pour lui, la chose du public et son métier. Mon regret, si vous voulez, c'était de me dire que De Funès avait des capacités infiniment plus grandes que ce qu'il laissera derrière lui. Et pourtant, ce qu'il laisse derrière lui est franchement superbe. C'est énorme. Mais il aurait pu aller encore plus loin. Voilà. J'aime cet homme-là tout en regrettant, pensant toujours qu'il aurait pu aller encore beaucoup plus loin. Il voulait tellement réussir qu'après, il ne pouvait plus risquer d'échouer, quoi. Je crois que ce qu'on dit du temps qu'il a mis à réussir son image, quoi, une fois que tu la possèdes, quoi, une fois que tu la tiens, tu vas au bout des excès même, des excès de se proposer comme image. Je pense que quand on arrive à donner du rire à quelqu'un, on doit avoir le sentiment de donner vraiment la quintessence du bonheur. Et c'est difficile de se mettre à la place de ces professionnels du rire qui ont fait rire tant de millions de personnes, mais je pense que quand on a réussi à créer ça, ça doit être très difficile d'imaginer ne plus y arriver. Vous alors, on peut dire que vous êtes vénard. La semaine dernière, je transportais des briques. Oui, De Funès et Charlie Chaplin, dans la façon de jouer, ils sont drôles et ils sont presque pareils. J'ai passé ma vie, au point de vue cinéma, bercé
Par Chaplin, bien entendu, par Laurel et Hardy aussi, par tous ces grands, mais Chaplin. Charlie Chaplin, il a réussi à nous faire marrer avec un clochard qui est dans une profonde misère. Et c'est justement parce que c'est assis sur ce tapis dramatique que c'est très fort, que ça transcende tout. Tu vois, et que c'est intemporel et international. Chez Chaplin, effectivement, on a souvent des portraits assez sombres d'une société ou de la condition d'une famille où n'importe qui serait amené à verser une larme ou à perdre espoir. Et arriver à créer le comique là-dedans, ça transfigure complètement la scène. D'une part, de façon poétique, d'autre part, parce que ça montre qu'on peut toujours voir quelque chose de positif dans n'importe quelle situation, mais surtout parce que, finalement, ça balaye un petit peu tout. Quand on arrive à tourner une situation en dérision, eh ben on l'oublie, tout simplement. Je crois que le rire a une fonction d'oubli de ce point de vue-là qui n'est pas à négliger. Est-ce que, en regardant jouer Chaplin, vous avez appris quelque chose pour vous-même, pour votre profession? J'ai appris le timing, c'est le mouvement. Louis de Funès, il a observé des gens comme Charlie Chaplin ou Laurel et Hardy pour s'inspirer de faire rigoler les gens dans un cinéma. De Funès, l'acteur, il vient du muet, quoi. C'est Laurel et Hardy, voilà. C'est ni Laurel ou Hardy, c'est les deux. C'est-à-dire que si on mélange Laurel et Hardy, on met une pincée de Chaplin, un peu de Donald Duck, on mélange tout ça, on laisse reposer, et on a en gros De Funès, plus une touche qui évidemment lui appartient. C'est quelqu'un qui avait, dans son désir de subversion, qui allait tellement vite, qui avait tellement d'énergie, on a l'impression qu'aujourd'hui les acteurs sont toujours des zombies, qui vont à 2 à l'heure. Et en fait c'est un système qui s'emballe, c'est-à-dire qu'en fait il a réussi à détruire, par moment, pas toujours, mais à détruire, non pas à revenir au muet, à l'exception de certaines de ses mimiques, avec la perruque, le crâne, le nez dans Oscar, des choses comme ça évidemment, mais il a surtout, à mon avis, réussi à détruire la parole. Il fait partie de la génération qui est totalement grisée, époustouflée, retournée par Elsa Poppin. Et c'est pour ça que Louis de Funès, quand il verra naître les Branquignoles, aura envie d'être dans cette compagnie, puisque cette compagnie est directement inspirée et héritière du comique du film Elsa Poppin, qui arrive en France des années après sa sortie aux États-Unis, qui arrive seulement après-guerre en France, en 46 ou 47. Si ces grandes figures d'autrefois ont été une source d'inspiration pour Louis de Funès, est-il lui-même un exemple pour les comédiens de la génération actuelle? C'est pas un acteur pour moi, De Funès. C'est comme une espèce d'oncle ou un truc, quelqu'un qui serait mort avant que je naisse, mais qui veille sévèrement. C'est-à-dire que je fais gaffe à ce que je fais, toujours, parce que De Funès flotte quelque part. Là. Il m'inspire et aujourd'hui encore, quand j'écris des choses, je pense à lui. D'ailleurs, j'ai écrit un personnage entièrement dédié à De Funès dans mon dernier film en animation. On est en motion capture. Ça se passe dans un arbre à la préhistoire, tu vois. Et puis, c'est un espèce de troupeau de simiens. Et il y a un des simiens à qui j'ai voulu filer le physique et le son de Funès parce que ça va m'aider. Ça va m'inspirer, ça va m'aider. Et c'est une béquille en béton armé. Donc, il a cherché des gens lui ressemblant qui pouvaient l'imiter. Mais moi, j'ai tout de suite dit à Jamel, je suis pas un imitateur de Louis de Funès, je vais pas imiter Louis de Funès. Ce que je peux faire, c'est amener mon univers, enfin en tout cas l'univers que j'ai au théâtre ou dans mon travail, et qui est un univers qui est proche de Louis de Funès. Aujourd'hui, avec les techniques, on peut faire revivre un peu, tu vois, De Funès
En animation, c'est un peu plus facile, tu vois, c'est du dessin malgré tout. Les points de motion capture sont fixés aux articulations. Donc effectivement, quand on va faire ça, ça crée un squelette. Et autour de ce squelette-là, ils vont dessiner un personnage. Ils ont inventé un système avec une petite caméra très légère qui venait ici, accrochée à un casque, qui reprenait toutes les expressions du visage. Et effectivement, après, quand ils vont passer ça à la moulinette de l'ordinateur, ils vont pouvoir remettre un autre visage dessus en gardant ces mêmes expressions, les sourcils. Voilà, ils vont essayer de suivre à peu près exactement la proposition du comédien. Quand je me dis, mais qui peut m'aider à mettre en scène ce film? De Funès peut m'aider à mettre en scène ce film, tu vois. À chaque fois que je me suis retrouvé coincé quelque part en jeu, c'est-à-dire avec une réplique qui m'échappait ou dont la direction me semblait un peu floue, tout ça, à chaque fois que je me suis dit qu'est-ce qu'il aurait fait, j'ai tout de suite trouvé. Ah, la cadence n'est pas finie. La cadence n'est pas finie. Les artistes ont une grande admiration pour lui parce que justement, c'est quelqu'un qui a osé faire des choses que personne n'osait faire. Je crois qu'il a probablement désinhibé beaucoup de gens qui se sont lancés dans cette carrière et qui ont osé aller un peu plus loin dans le comique. Le temps de son vivant, De Funès était considéré comme un acteur populaire qui faisait des entrées, mais on se disait pas, un jeune acteur qui rentrait dans un, il disait pas mon modèle c'est De Funès. Hein. On nous disait Delon, Belmondo, Gabin. Le reste c'est comique, c'est formidable, c'est cette génération de Jamel où il les honore. Il est drôle. Non mais attendez, voyons. Mon chef de cabinet me demande. C'est pas une influence directe parce qu'il était tellement unique, De Funès, avec ses mimiques, c'est-à-dire sa personnalité influait sur les films, même si les films étaient bien écrits et que c'était des scénarios assez ficelés. Je pense pas qu'on puisse se référer quand on voit un acteur, lui on va la jouer à la De Funès, etc. C'est pas possible. Il y a partie des gens qui sont comme des comètes, quoi. Là pour le coup le côté étoile, on le justifie, c'est-à-dire il y en a pas beaucoup comme ça. C'est compliqué à expliquer, mais j'ai parfois le sentiment de comprendre par où il est passé aujourd'hui quand il joue, parce que on est terriblement seul quand on se retrouve devant un objectif et devant un comédien. Quand on doit être drôle, il faut une réaction, il faut aller chercher une réaction tout de suite. Quand tu dois jouer un drame, tu sais pas finalement si tu as réussi ou pas à toucher le cœur des gens, tu vois, alors que quand tu dois être drôle, tu sais immédiatement si tu as foiré ou non ta partition. Si ça ne rit pas, c'est pas bon. Gardez votre sang-froid, monsieur Martier, je vais vous expliquer. Je sais que mes appointements actuels sont déjà... Au cours Simon, aujourd'hui, les élèves travaillent un genre difficile, la comédie. L'œuvre choisie est Oscar, rendu célèbre par Louis de Funès en son temps, plusieurs années après son bref passage au cours Simon dans les années 40. Avant tout, c'est savoir si quelqu'un a en soi cette envie pas de faire rire, mais cette envie de donner de la joie. Quelqu'un qui peut être comique d'entrée de jeu peut forcément avoir une autre facette dramatique, beaucoup de sensibilité. Il y en a, c'est évident, et je pense qu'il y en a d'autres, parce qu'ils sont tellement cachés, et petit à petit... Et je crois que c'est la pédagogie depuis René Simon, Rosine, Chantal et nous qu'on essaye de faire, c'est de découvrir l'essentiel de chaque élève. Et parfois, on a des grosses surprises. Ah non, Germaine, pas Colette, l'autre. Quel autre? La cadette, Germaine, la cadette. On est du verbe naître,
on est comédien. Et puis on est comique aussi. C'est un don qu'on a. Alors il faut quand même y penser, il faut travailler, entrevoir les choses d'une façon comique, mais je crois que c'est automatique chez nous, je crois. On voit une chose, toc, on s'imagine instantanément dans son axe le plus drôle. Pas tout de suite. On peut faire rire de mille façons. On peut faire rire avec un rire Molière, avec Guitry, avec Feydeau, avec des rires plus subtils. C'est quelque chose qu'on a en soi, qui ne s'apprend pas. Je crois que ça ne s'apprend pas à faire rire. Quand j'ai passé mon audition, on passe un petit texte. J'ai passé un extrait des Châtiments de Victor Hugo. On n'a pas ri du tout. Et c'est mon professeur qui m'a tout doucement, il lutte toujours, qui m'amène sur le comique. Et c'est très compliqué. Ça reste encore une lutte de tous les instants. On a peur d'être ridicule quelque part. Et donc, d'être ridicule soi, alors que c'est le personnage qui est ridicule. Ça, c'est une vraie peur à maîtriser et à se débarrasser. Ce qu'on apprend au cours Simon et en général en formation théâtrale, c'est qu'on a un physique et il faut l'accepter, il faut jouer avec. Et on a certaines cartes en main, on peut faire rire, on peut faire plus pleurer. Et donc il faut apprendre à accepter, à s'accepter tel qu'on est pour pouvoir justement faire passer des choses. Pour tous les élèves du cours Simon, comme tous les élèves qui veulent être comédiens, en apprentissage, je pense que De Funès est une référence incomparable. C'est un mythe, en fait. C'est devenu un mythe vraiment dans la gestuelle, dans le rythme. On se rend même plus compte que c'est lui qui a tout créé, que c'est en référence à lui, mais ça devient une référence inconsciente, en fait. Il est rare que quelqu'un qui est devenu une très grande vedette de cinéma se remette à faire du théâtre. Pourquoi avez-vous décidé? Je ne sais pas, si je le sais. Parce que je manquais un peu comme un pianiste manque de faire des exercices et des gammes. Et je trouve que le cinéma n'est pas suffisant pour entretenir un vrai acteur. Il lui faut du théâtre pour faire des gammes, comme une cantatrice fait des vocalises. Il fallait que je travaille vraiment un petit peu la matière brute, et c'est le théâtre, la matière brute. Les gens, ils veulent faire ce métier pour briller, parce que c'est à la mode, parce que c'est les paillettes, on voit la télé, on ouvre la télé. C'est cette image qui est dégagée. Et il y a le don et vraiment la notion de partage qui est souvent omis. Je dois passer demain à la télévision, laissez-moi sortir. Je passe à la télévision, vous m'entendez, à la télévision. Ah, à la télévision. Quand t'as vraiment envie de faire rire, quand t'as envie de passer un bon moment, quand t'as envie que ça soit contagieux, eh ben, y a quelque chose qui s'opère. Tu vois, quand t'as envie d'être connu, il se passe pas grand-chose. Quand t'as envie de réussir, il se passe pas grand-chose. Quand t'as envie de dire quelque chose au monde, forcément un truc qui est transmissible immédiatement. J'ai un souvenir très précis, familial, quand il y avait un film de De Funès où toute la famille se réunissait. Parfois il y a des tensions dans la famille, parfois ça crie, parfois on a des disputes entre frères et sœurs. Là il y avait un moment de réunion familiale et toute la famille rigolait. Et ça faisait un petit peu il y avait un petit côté sain à ce que moi, à voir mon père rire en même temps que ma mère, en même temps que mes frères et sœurs et moi. Arrête de discuter, j'entends plus la musique. Dans la cour de récréation à l'école, on s'amusait à reprendre ses gestes, on s'amusait à reprendre ses paroles un peu ou à faire des grimaces de Louis de Funès. C'était jamais vulgaire et c'était tout le temps très très drôle et surtout fédérateur, quoi. On pouvait tous passer un moment de communion à rire ensemble grâce à lui, c'était formidable. Parce qu'il joue bien tout de même. L'effet que ça me faisait moi en tant qu'enfant, parce que je voyais un vieux qui se comportait en enfant, ça fait le même effet aussi chez mes enfants. Il travaillait comme un clown pour les enfants, c'est-à-dire que pas de vulgarité, toujours clair et toujours d'une efficacité redoutable. Il est tellement sur les fondamentaux du développement de l'enfant que tous les enfants, quelles que soient les cultures, se développent pareil, quoi. Il est dans l'excès de représentation par où doivent passer tous les enfants, quels qu'ils soient, les timides comme les hyperactifs. Louis de Funès a profité du dernier week-end pour aller rencontrer une partie de ses spectateurs, les jeunes, au salon de l'enfance. Occasion pour lui de bavarder avec une partie importante de son public et de répondre
aux questions que se posent les jeunes sur Louis de Funès et qu'ils lui posent à lui. Avez-vous le trac pendant les films? Ah, bien sûr. Bien sûr, bah, tu ne l'aurais pas, toi. Oui. Combien de films à peu près? Je ne sais pas, j'ai dû tourner dans 200 films, mais j'ai fait des films où j'ouvrais une porte et je la refermais, c'est tout. Ou des fois, je la refermais pas. Est-ce que c'est dur de se mettre dans la peau d'un personnage? Ça dépend de quel personnage. Aujourd'hui encore, on habite chez Louis de Funès. C'est-à-dire que on ne peut pas échapper à ces films. On les voit toujours, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Des générations se succèdent dans lesquelles de Funès fait partie d'une sorte d'éducation sensible. Il est là, il est présent, presque de plus en plus. Et je me suis toujours posé la question de comprendre d'où était sa force. On a beau décortiquer sa mécanique, voir comment ça fonctionne, on n'arrivera jamais, dans tous les cas, à toucher le mystère qui fait que ça continue à nous faire rire. Je pense que si on arrive à expliquer complètement l'humour de Funès, mais c'est vrai des artistes, dès lors qu'on les explique complètement, on les épuise. Et ça nous intéresse plus. Et tant qu'on n'arrivera pas à expliquer de Funès, il continuera, à mon avis, à nous intéresser. Je crois que le plus bel hommage qu'on puisse faire à un acteur comme ça, c'est de lui dire, ben voilà, des générations après, les enfants rient de tes bêtises. Et je pense que ça lui aurait fait très plaisir. Il y a deux types d'êtres sur Terre. Il y a les gens qui savent qu'ils ont été des enfants et qui le restent, et ceux qui l'ont oublié. Je crois que de Funès n'avait pas oublié. Êtes-vous aussi comique dans la vie que sur l'écran? Pas du tout. Je suis pas drôle du tout. Il paraît que je suis pas drôle du tout. Louis de Funès, s'il était en face de moi, je lui poserais comme question pourquoi il a voulu être comédien. Je lui demanderais pourquoi il a voulu faire du théâtre où on fait rigoler les gens, où on fait plein d'expressions et plein de gestes. C'est Louis de Funès qui m'a donné envie de faire du théâtre. Louis de Funès, il me fait pas tellement penser à un animal, mais plutôt à une machine qui fait du bruit, cric, crac, boum, bam. Louis de Funès, il peut faire rire les Chinois parce que Patrick, il est chinois et il a bien rigolé.